Bonsoir, merci d'être là. Donc nous accueillons, et j'en suis évidemment très très heureux, François Dubet. Vous avez reçu les éléments de présentation que je vous ai transmis. Donc je vais entrer tout de suite plutôt dans la matière que dans les données de l'œuvre de François Dubet, que vous connaissez à la fois lui-même par la surface de son œuvre et par les livres sur lesquels nous nous appuyons bien souvent, que vous connaissez donc aussi. Je voudrais dire 2-3 mots sur l'un des objectifs de cette séance, qui tourne autour de... pas la séance, mais l'objectif que je voudrais évoquer tourne autour d'une réarticulation, d'un réagencement possible, à mon avis souhaitable, entre la sociologie, l'apport de la sociologie et la philosophie politique, l'apport de la philosophie politique. Apport à quoi? C'est déjà tout un débat, mais enfin, quelque chose comme réagencer ou réarticuler les relations entre les deux discours, les deux disciplines qui se sont, comme nous le savons tous, clivées parfois jusqu'à l'extrême. La sociologie s'étant constituée en grande partie dans le dernier tiers du XIXe siècle contre, on comprend bien pourquoi, par prise d'indépendance à l'égard de la philosophie, avec des querelles de clochers et de disciplines dont il est difficile de savoir si nous sommes entièrement sortis. Je suis quand même, malgré certaines apparences, plutôt optimiste et ayant passé 3 jours à l'invitation de François Dubet en mai dernier lors du colloque tout à fait majestueux qu'il avait organisé à Bordeaux sur les inégalités sociales, et ayant vu fonctionner la quasi-totalité de ce qu'il y a de vivant dans la sociologie française à cette occasion-là, je me suis trouvé fortement convaincu que quelque chose de ces brouilles, de ces clivages et de ces tournois disciplinaires était surmonté. De là est venu, si ça ne m'était pas déjà venu auparavant, mais de là s'est trouvé confirmé le projet de demander à François Dubet, dont je le remercie donc d'avoir accepté l'invitation à laquelle ce projet a donné lieu, le projet donc d'inviter François Dubet à présenter une communication, une conférence suivie d'une discussion, comme toutes les fois, dans le cadre de ce séminaire, d'autant plus que lui-même sort d'un programme de sociologie sur les inégalités de même configuration institutionnelle, en tout cas, ou partiellement, dont je vous indique simplement quel était l'intitulé, parce que on voit déjà les perspectives de rapprochement jusqu'à la terminologie se profiler. Le programme ANR piloté par François Dubet s'intitule « Discrimination, la discrimination comme expérience et comme philosophie pratique ». Et j'imagine dans mon fort intérieur que inscrire dans un programme de sociologie le groupe de mots philosophie politique pratique doit être aussi délicat, j'imagine, que peut l'être le fait de dire ici, d'essayer de le pratiquer en philosophie politique, pratiquer une démarche partant des données des inégalités. Je me représente que dans les deux cas, il s'agit d'une démarche un peu, peut-être je me trompe, mais un peu hardie et en tout cas de mon côté à moi, funambulesque. Voilà. Donc, on peut partir de là et puis se demander ce que cette expérience que j'avais vécue donc lors de son colloque à Bordeaux, ce que cela entraîne en matière
ce que cela invite à tenter en matière de clarification des démarches respectives, des identités demeurant présentes, d'ailleurs de façon souhaitable, de manière distinctive, en matière de division du travail et de reconnaissance réciproque. Tout ça va de soi, avec une reconnaissance réciproque de chaque discipline et de chaque démarche par l'autre, mais avec au fond comme horizon de savoir jusqu'où nous pourrions aller, vers ce qui ne serait pas une fusion, mais bien sûr non, mais jusqu'où nous pourrions aller en matière de côte à côte, si nous sortons des tournois disciplinaires. Donc voilà de quoi est partie l'idée de cette séance. Que pourrions-nous envisager au-delà du lignage ou du surlignage disciplinaire dont il est si difficile de sortir? C'est à la fois un problème d'objet, un problème de méthode, aussi un problème de besoin. C'est-à-dire dans quelle mesure et jusqu'à quel point avons-nous besoin, sociologues et philosophes politiques, les uns des autres. Nous pourrions avoir comme objectif aussi ce soir de repérer ces différents espaces d'interrogation, problèmes d'objet, problèmes de méthode, problèmes de besoin. Mon avis personnel, de mon point de vue, et de ce côté-ci des choses, étant que nous, en tout cas, nous avons besoin des sociologues et de l'apport des sociologues, dans la mesure où nous avons décidé, ou nous résolvons en tout cas dans ce cadre-ci, d'abandonner la position de surplomb du philosophe des principes et d'essayer de procéder à partir d'un certain nombre et d'un certain type de données. Nous avons besoin des sociologues sans leur demander nécessairement de remplir les besoins que nous identifions. Mais enfin voilà, une déclaration d'intention. Encore une fois, je te remercie. Et donc, comme je te l'avais indiqué, tu disposes de tout le temps que tu veux, sachant que la séance après la discussion se terminera impérativement à 19h59. Bien. Merci beaucoup. Je suis très, très heureux d'être là. Et je ne vais pas parler comme ça de manière très générale des relations de la philosophie et de la sociologie, parce que ça, c'est quasiment des discussions de CNU, enfin, je veux dire, ou de jury d'agrég. Moi, je préfère dire comment, dans la pratique de recherche, dans la vie intellectuelle, les choses s'emboîtent sans même qu'on ait pensé un jour qu'elles allaient s'emboîter. Enfin, je vais donc parler de mon propre travail, sachant que d'une certaine manière, je me pose les problèmes tels que les données que je constitue me les imposent, et pas a priori. Alors je vais rappeler que les sociologues s'intéressent aux inégalités. Ça, c'est pas nouveau, parce que tout simplement les inégalités dans les 30 dernières années du 19e siècle sont un scandale, puisqu'on est rentré dans des sociétés démocratiques égalitaires et que visiblement ça marche pas. Donc on mesure les inégalités et on les mesure et on les explique. On se demande pourquoi y a-t-il des inégalités de cette ampleur, de cette nature. Et c'est un travail qui est parfois éblouissant. Je pense que si vous avez du temps, il faut lire par exemple le dernier livre de Piketty sur l'histoire des inégalités au XXe siècle. C'est tout à fait remarquable pourquoi la rente monte, pourquoi les revenus diminuent, pourquoi les 1% prennent tout. Enfin bon, ce sont des choses que les sociologues expliquent et qui ne sont pas inutiles. Les sociologues ont aussi considéré les inégalités beaucoup plus que ça. Ils ont considéré les inégalités comme une manière d'expliquer la vie sociale. C'est-à-dire que l'on a considéré que les inégalités n'étaient pas simplement des distributions inégalitaires de biens, mais que les inégalités étaient des systèmes. Ça a l'air tout bête, mais la sociologie classique, si vous voulez, celle qui va de Durkheim à Bourdieu,
pour prendre cet exemple, ont considéré que les inégalités étaient des manières d'expliquer la vie sociale. Si vous faites de la sociologie à la Bourdieu, qui n'est pas, que l'on peut trouver parfois agaçante, mais qui n'est pas une sociologie insignifiante, d'une certaine manière, les inégalités sont une structure qui explique les conduites, la culture, la politique, etc., etc. Donc il y a un rapport aux inégalités très très particulier chez les sociologues, rapport qui s'est un peu défait depuis que les inégalités ne paraissent plus être organisées par un système de classe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mécanisme général, générateur des inégalités. Quand on sort de là, moi j'ai consacré pas mal de temps à m'occuper de ça, on se demande comment les inégalités résultent des pratiques. Le cas le plus commode étant évidemment celui de l'école. Pourquoi l'école, a priori égalitaire, ne cesse de fabriquer des inégalités sans que chacun le souhaite, voire pire. On construit des politiques anti-inégalitaires et dans lesquelles la fabrication d'inégalités reprend le dessus. Donc les sociologues ont un rapport quasi naturel aux inégalités, au point d'ailleurs que bien souvent la sociologie pourrait apparaître comme la science des inégalités, entre guillemets. Si j'ai trouvé une inégalité, ben ma foi, j'ai découvert quelque chose. Voilà. On est un peu dans cette image. Alors cette question, évidemment, ne peut pas rester complètement close sur elle-même, et elle a été immédiatement accolée à des questions de philosophie politique. La question, c'est pourquoi alors que nous vivons dans des sociétés démocratiques, c'est-à-dire des sociétés affirmant l'égalité fondamentale de tous les individus, ça ne se posait pas avant d'une certaine manière, puisque les individus étaient inégaux. Ils étaient égaux du point de vue de Dieu, mais pas du point de vue des hommes. Pourquoi les inégalités se perpétuent? Et il y a un lien, évidemment, entre la sociologie et la philosophie politique, avec tout un ensemble de grands récits. Je pense en particulier à Dumont, qui est quand même un auteur essentiel là-dessus. Comment passe-t-on de régimes d'inégalité à d'autres régimes d'inégalité? On revient sans cesse, au fond, sur la Révolution française, la Révolution américaine, les révolutions démocratiques, le mouvement ouvrier. Enfin, c'est quand même le cœur de notre histoire, et c'est évidemment une histoire de philosophie politique. On peut aussi se poser une question, moi, qui est celle que je me suis plus posée, c'est comment se fait-il que nous vivions parmi des inégalités, tous ici, que certaines nous sont visibles et que d'autres ne le sont pas. Ça, c'est une première énigme. Pourquoi y a-t-il des inégalités que l'on voit et des inégalités que l'on ne voit pas? Et surtout, pourquoi y a-t-il des inégalités qui nous scandalisent et des inégalités que nous trouvons justes? Pourquoi aujourd'hui, je prends un exemple, histoire de détendre l'atmosphère, pourquoi aujourd'hui les profs de prépa trouvent que les inégalités dont ils bénéficient sont de bonnes inégalités? Alors qu'on aurait pu penser que leur structure idéologique allait les gêner. Non, pas du tout. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, peu importe. Mais on voit que le rapport aux inégalités, au fond, est un rapport cognitif. Problème cognitif, tout simple. Quelles sont les inégalités que je vois, sachant que il y en a... Le monde est totalement inégalitaire, d'une certaine façon. Et pourquoi y a-t-il, parmi les inégalités que je vois, des inégalités qui me choquent, des inégalités qui m'indignent, voire des inégalités que je dois combattre, des inégalités intolérables. Alors, au lieu de traiter de cette question de manière macro, de manière historique, il y a de très beaux livres là-dessus. Il y a le bouquin de Thompson sur la formation de la classe ouvrière en Angleterre, etc. Il y a des livres formidables, en particulier des livres sur les mouvements religieux, qui sont des merveilles sur pourquoi les paysans se révoltent ou ne se révoltent pas, etc., etc. Moi, j'ai voulu me poser cette question parce que je m'intéressais à l'école au départ. J'ai voulu me poser cette question à partir des acteurs lambda, normaux, vous et moi. Voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette question, je vais la laisser de côté, avec les élèves, en me posant, mais au fond, pourquoi un prof est juste ou injuste, à vos yeux?
Est-ce qu'un classement scolaire, c'est juste? Et on s'aperçoit, je suis resté, moi, très, très piagétien, on s'aperçoit qu'à partir de 6 ou 7 ans, tout le monde peut répondre. Ça, c'est quand même une... Je dis ça aux philosophes, la capacité d'argumentation philosophique est incroyablement élaborée chez des acteurs qui ne savent même pas lire. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'elle n'est quasiment pas associée à ce qu'on appelle le capital culturel. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas fait d'études ont des capacités d'argumentation tout à fait aussi élaborées que les autres. Bon. Donc il y a quelque chose... Alors j'en vois Piaget, Kohlberg, on peut discuter là-dessus, mais il y a quelque chose de troublant, c'est que le cerveau humain paraît cognitivement fait pour argumenter sur des questions de justice. D'ailleurs, vous n'avez pas encore d'enfant, mais dès que vous en aurez, vous verrez qu'à partir de 7 ans, il vous gâche la vie en vous disant « c'est pas juste, et pourquoi tu veux que j'aille me coucher, et pourquoi faut-il que je mange ce que j'aime pas, et pourquoi... » Bon. Voilà, et je peux vous dire que c'est épuisant. D'ailleurs, que ça vous renvoie généralement un attachement un peu honteux aux formes d'autorité traditionnelles qui consistent à dire c'est comme ça et va te coucher. Parce que autrement, ça complique la vie. Donc, c'est quelque chose de troublant. Moi, alors j'ai fait des enquêtes très simples en posant aux gens 2 questions. La première, c'est quelles sont les inégalités qui vous choquent? Au fond, qu'est-ce que vous voyez comme inégalité? Étant donné qu'une inégalité... je dirais qui ne choque pas, n'est pas visible. Elle est visible parce qu'elle choque, d'une certaine façon. Personne ne dit « je suis choqué par les inégalités de beauté », par exemple. Alors que les inégalités de beauté sont des inégalités décisives dans la vie des gens. Je vous le dis, si vous avez la chance d'être beau, c'est mieux. Enfin, c'est nettement mieux... c'est même vachement bien. Parce que ça donne confiance en soi, les autres ont confiance en vous. Enfin, je veux dire, il y a des avantages associés tout à fait considérables. Mais la question que je pose et qui va me lier évidemment à la philosophie, sans le faire exprès, c'est que je demande aux gens, non pas qu'est-ce que vous trouvez injuste, mais pourquoi ce que vous trouvez injuste est injuste. C'est-à-dire que d'emblée, je pose... Quand je fais les entretiens aux gens, avec les gens, ils me disent c'est injuste parce que le patron ne me paye pas assez. Pourquoi c'est injuste qu'il ne vous paye pas assez? C'est injuste parce qu'on ne me dit pas bonjour. Pourquoi c'est injuste de ne pas vous dire bonjour? C'est injuste parce que mon métier n'est pas intéressant. Pourquoi serait-il juste que votre métier soit intéressant? Et là, vous ouvrez une boîte qui est une merveille et un bonheur pour le sociologue, c'est que la capacité d'argumentation est incroyablement présente dans la tête des gens qu'on ne soupçonne pas d'être capables de le dire. Pourquoi est-ce injuste que les femmes fassent la vaisselle? Voilà. Ça vous paraît évident, ça paraissait pas évident à ma mère, d'abord. Et les capacités d'argumentation, je travaille autant, j'ai les mêmes diplômes, au nom de quoi, pourquoi suis-je assigné à tel rôle, etc., etc., etc. On peut le dire quand on est maître de conf à la Sorbonne, mais on dit exactement les mêmes choses, aussi bien et parfois mieux, quand on est caissière dans un supermarché. Donc, la capacité d'expliquer pourquoi une injustice est une injustice est une capacité qui transforme chacun d'entre nous, avec tous les guillemets du monde, en philosophe. Bon. Pourquoi chacun d'entre nous devient philosophe là-dessus ? C'est parce que, de manière extrêmement... alors, un point que je omis de signaler, c'est que, méthodologiquement, je crois que c'est l'injustice qui est prioritaire. C'est-à-dire que si vous posez la question à des individus, qu'est-ce que la justice, en général... D'ailleurs, si on me posait la question, je dois dire de but en blanc, je crois que je dirais rien. En revanche, si vous posez la question, le principe du mal est le premier, c'est-à-dire c'est la théologie négative d'abord. Si vous demandez aux gens ce qu'est Dieu, ils vous disent pas grand-chose, mais sérieusement, ce qu'est l'absence de Dieu, hein, les jansénistes, ça, on peut répondre. Voilà. On sait ce que ça fait, l'absence de bien. Et la question de l'injustice est une question première. Il y a d'ailleurs un livre admirable de Barrington Moore qui s'appelle Injustice, qui part de là, et qui montre comment c'est la question de l'injustice qui va fabriquer une pensée sur la justice. Donc,
les acteurs, quand on leur pose cette question, pourquoi c'est injuste, eh bien, vous répondent automatiquement, développent des raisonnements extrêmement sophistiqués, et en même temps développent une casuistique très, très élaborée. Ça dépend des circonstances, enfin, je veux dire, c'est pas simple, mais dans tous les cas, les acteurs mobilisent des principes de justice. Alors là, pour moi, ça a été une révélation, entre guillemets, c'est de voir que d'une certaine manière, je dirais un peu à la façon de Lévi-Strauss, après avoir fait 300 entretiens, je n'ai pas fait tout seul, sur les inégalités, les injustices au travail, on s'aperçoit quand on lit et qu'on relit tous ces entretiens que d'une certaine manière, les principes de justice que mobilisent les acteurs sont extrêmement limités. Il n'y en a pas des stocks. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3. Et ces 3, évidemment, sont quasiment ceux qu'on retrouve dans toutes les théories de la philosophie de la justice fabriquées par les philosophes. Les gens vous disent, en clair, c'est injuste parce qu'on est égaux. On me traite comme quelqu'un d'inégal, c'est injuste. Les gens vous disent, c'est injuste parce que le mérite doit être reconnu. La justice, c'est qu'il y ait une adéquation de l'effort et de la récompense de ce que je donne et de ce que je reçois, etc. Donc, il y a une justice distributive élémentaire. Et puis le troisième principe de justice que j'ai eu du mal à nommer, mais j'ai choisi de le nommer de cette manière en lisant Renaud, d'ailleurs, je l'ai appelé l'autonomie. C'est pas la liberté, l'autonomie. La liberté est un mot que je trouve trop lourd à manipuler. Mais les gens vous disent, il est injuste qu'on m'oblige à faire ce qui n'est pas bon pour moi, car je dois être le maître de mon action. Donc, comme je travaillais sur le travail, évidemment, ça a un sens très précis. Me faire un boulot qui m'épuise, me détruit, et m'aliène, auraient dit les vieux sociologues, c'est une injustice. Et vous voyez, quand vous faites des entretiens, que ces principes de justice sont sans cesse mobilisés. C'est injuste parce que. Alors, je donne une anecdote pour bien me faire comprendre. Imaginez que vous ayez une mère qui a 3 enfants et 6 bonbons. Elle en donne 2 à chacun au nom de l'égalité. Vous êtes sûr qu'il y a un gamin qui va mobiliser le principe de mérite. Disant l'égalité, c'est pas si juste que ça, parce que moi, je mérite 3 bonbons, je travaille bien à l'école, je range ma chambre, etc. Bon, la mère est embêtée. Et vous aurez un gars. Alors imaginez qu'elle accomplisse ce principe de mérite. Et vous aurez à ce moment-là une voix qui dira maintenant, c'est pas juste, parce que le petit, il a besoin de plus de bonbons. Parce que lui, il se sent moins aimé que les autres. Donc la justice, c'est quand même de lui donner plus à lui, parce qu'il a plus besoin, du point de vue de sa réalisation personnelle, de bonbons que le grand qui se goinfre par ailleurs. La conclusion de l'histoire, je la raconte toujours, c'est que la mère bouffe tous les bonbons. Parce elle fait disparaître. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous réfléchissez à ça, il n'y a pas d'autre principe de justice mobilisé que nous sommes égaux, nous avons du mérite et nous sommes des individus autonomes qui doivent être reconnus comme tels. Voilà. Alors la question qui se pose, là je vais dire des choses un poil plus compliquées. La question que je me suis posée en lisant ça, évidemment, c'est de dire c'est étrange parce que c'est les principes qu'on retrouve dans l'essentiel de la littérature sur la justice, évidemment. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils disent « nous sommes égaux » ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Et je crois que là, on entre dans des choses un peu compliquées par rapport, je dirais, un peu décalées par rapport à la philosophie. C'est que la formule « nous sommes égaux » signifie des choses qui ont des statuts différents en fonction des manières dont elles sont utilisées. Voilà, voilà. Au fond, on mobilise des sortes d'ontologies des principes de justice différentes. On leur donne des natures différentes. D'abord, on peut dire, la formule « parce que nous sommes égaux », c'est une norme sociale. C'est une norme sociale, pas simplement parce que ce qui vaut de ce côté des Pyrénées, comme chacun le sait, ne vaut pas de l'autre côté, mais parce que la définition de l'égalité doit s'incarner socialement dans quelque chose.
Les gens rajoutent d'ailleurs, nous sommes égaux, nous les Français. C'est pas, vous voyez, un principe devient une norme. Nous sommes égaux, nous les Français. Ou bien, nous sommes égaux, nous les hommes. Ou pour prendre un exemple que tu as abordé dans un livre plus ancien, c'est nous sommes égaux, nous les adultes. Ou nous sommes égaux, nous les croyants. Autrement dit, on n'est pas... il faut que le principe s'incarne d'une certaine façon. Égalité de quoi dans un texte, dans un entretien récent dans Le Monde, Descola parle d'une société assez amusante dans laquelle les inégalités symboliques entre les individus sont considérables. Il dit que certains sont considérés comme moins que rien et d'autres comme des demi-dieux, société traditionnelle, mais il dit que ça n'affecte absolument pas leur mode de vie, et leur mode de vie, leurs ressources économiques, etc. Bon. C'est-à-dire que quand on dit nous sommes égaux, c'est pas simplement un principe, c'est d'ailleurs un des problèmes, ça devient une norme. Ça devient une norme. Parce que ça ne peut pas rester dans un ciel d'indéfinition impossible. En même temps que c'est une norme, cette affirmation est une idéologie. Quand vous prenez la rhétorique des gens, évidemment, la mobilisation d'un principe de justice n'est pas nécessaire d'avoir une sensibilité machiavélienne pour bien voir quand même que c'est utilisé. C'est-à-dire que c'est une ressource. Hein. Nous sommes égaux, donc nous avons droit. Nous sommes égaux, on peut le retourner comme les autres. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas être complètement insensible au fait que les principes de justice pourraient être soumis, et sont soumis par les acteurs, à une sorte de critique nietzschéenne, enfin, à la manière de la généalogie de la morale. Enfin, voilà, on n'est pas dupe, on argumente. Et d'ailleurs, quand vous mobilisez, par exemple, vous organisez, je l'ai fait, des rencontres entre des dirigeants et des syndicalistes, ils sont d'accord sur le principe de justice, mais sur la définition du principe de justice, on ne cesse de s'accuser du principe de mérite, on va cesser de s'accuser de vouloir imposer ses intérêts aux autres derrière les principes. Donc, les principes fonctionnent comme des idéologies. Il n'empêche que ces principes sont aussi des principes. Ce sont aussi des axiomes. Et ça, c'est troublant. C'est-à-dire que ça ne sont pas simplement des normes. Ils ne fonctionnent pas simplement comme des normes. Ils ne fonctionnent pas simplement comme des idéologies. Ils fonctionnent quand même comme des principes, comme des axiomes, parce que leur autorité, comme principe, est considérée comme universelle et incontestable. C'est-à-dire que vous dites « nous sommes égaux », on va discuter de qui est égal, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, mais le fait que nous sommes égaux est considéré comme un principe ayant une autorité supérieure et ne pouvant pas être contesté sans sortir du champ de la justice tel qu'il est vécu dans une société. De la même manière, la preuve que les principes ne sont pas des idéologies, c'est que quand un dominé, entre guillemets, ou sans guillemets, s'identifie à un principe de justice, d'un côté, ça peut le soumettre, mais l'expérience historique montre qu'en général, il retourne le principe de justice contre le dominant. Vous n'avez pas intérêt à trop raconter la Bible aux esclaves, parce qu'ils vont quand même finir par comprendre que peut-être ils sont le peuple juif et que peut-être ils peuvent liquider le pharaon. Quand même. Vous n'avez pas trop intérêt à raconter de blagues. Parce que ce qui est une idéologie va se retourner comme principe de justice. Si vous développez trop comme une idéologie le principe de mérite, vous avez des chances qu'on vous explique au bout d'un moment quand même qu'il faut donc abolir l'héritage. C'est quand même la négation du principe de mérite absolu, puisque dans l'héritage, vous n'avez que le mérite d'être né. C'est quand même très faible comme définition, conception du mérite. Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que quand vous interrogez des acteurs qui ne sont pas des philosophes, d'un côté, ils pensent comme des philosophes, bien sûr. Ils mobilisent des principes de justice comme les philosophes. Donc il y a une philosophie pratique. Et c'est pas très difficile à organiser. Vous faites des entretiens où vous créez des débats, où vous pouvez même créer des
des situations artificielles. C'est assez amusant. Moi, je me souviens, je faisais ça. Vous êtes un conseil de classe, il y a une seule place dans la terminale S. Il y a un garçon et une fille qui sont candidats, ils ont le même niveau scolaire, l'un est de classe supérieure, l'autre est de classe moyenne ou de classe inférieure, il n'y a vraiment qu'une place, donc vous ne pouvez pas changer la règle du jeu. Qui vous prenez? À votre avis, qui les étudiants font passer dans la classe supérieure? Le favorisé ou le défavorisé? Le favorisé. En disant... il a plus de chances de réussir, sa famille l'aidera. Tandis que l'autre, on va lui donner des illusions qu'il ne pourra pas satisfaire. Donc vous voyez comme quoi on peut aboutir à des raisonnements un peu troublants de la part d'étudiants dont le plus à droite était trotskiste. Voilà. Donc, au fond, ce que je veux dire, c'est que quand vous interrogez, quand vous discutez, que vous organisez des débats, vous voyez à la fois des principes de justice et à la fois des discussions sur la nature des principes de justice. Bon. Donc c'est comme chez les philosophes, ou comme l'image un peu caricaturale que j'ai des philosophes, c'est-à-dire les principes de justice ont une autorité kantienne et tombent sur la tête des individus, ce qui est vrai. Mais évidemment, les acteurs sociaux vont beaucoup discuter sur le caractère normatif de ces principes et sur la manière dont ils sont mobilisés dans des débats sociaux, politiques. Après tout, on a cette longue expérience en France sur la critique de la démocratie bourgeoise, qui serait une ruse, etc. Mais c'est une ruse que l'on va critiquer au nom de la vraie démocratie, qui, elle, ne serait pas une ruse, ce qui montre bien qu'il y a un principe derrière la critique de l'idéologie. Donc, la première chose qu'il faut essayer de comprendre, qui fait qu'il y a un lien entre la sociologie et la philosophie, c'est que, je ne parle pas de la sociologie, les acteurs sociaux sont comme des philosophes, argumentent comme des philosophes, mobilisent des principes de justice en nombre limité comme des philosophes, et en même temps s'épuisent dans des querelles de définition de ces principes, parce qu'eux, ils vivent dans la société et pas totalement dans le ciel des idées. En tout cas, je crois qu'une des énigmes, c'est que le caractère axiomatique des principes de justice s'impose. Voilà, il s'impose. C'est-à-dire qu'il s'impose, ça veut dire qu'ils n'ont pas à être justifiés. Ils s'imposent comme le sont des actes de foi. Hein. Quand je dis c'est injuste parce que les hommes sont égaux, j'affirme quelque chose qui est indémontrable, car ce qui serait probablement démontrable, c'est que les hommes ne le sont pas. Et au fond, je crois assez au récit qui nous explique que l'égalité des hommes est une longue descente sur terre de l'égalité des âmes. Parce qu'elle n'a pas plus à être démontrée que l'égalité des âmes. Voilà. Mais quand je dis l'autonomie, ce sont évidemment des principes ce sont des rapports à soi. J'appelle autonomie le sentiment que j'ai d'être autonome dans mon action. Il n'y a pas d'autre preuve de l'autonomie que l'affirmation du sujet se déclarant autonome. Ce qui fait d'ailleurs que du point de vue sociologique, ces principes sont de nature assez différente. Par exemple, je crois que l'égalité est une affirmation qu'on pourrait dire anthropologique. J'affirme. Parce que je suis l'héritier d'une histoire universelle, qui se vit comme universelle, mais qui est aussi le propre de toutes les religions. C'est très compliqué tout ça, je ne veux pas me lancer dans ce genre de discussion, mais j'affirme que tous les hommes sont égaux. Ou j'affirme exactement que tous les hommes ont quelque chose d'égal. Voilà, ça serait plutôt la meilleure formule. Alors on va dire que, en particulier le fait que ce sont des hommes. Enfin, voilà. Mais j'affirme que tous les hommes sont égaux, c'est une affirmation anthropologique. Quand je dis j'affirme que mon mérite doit être reconnu, je suis dans une justice au fond arithmétique. Je dis la justice, c'est le calcul équilibré de ce que je donne et de ce que je reçois, ce qui est très problématique. Car ce que je donne n'est jamais clair. Si je donne mon effort,
c'est pas comme si je donne ma bonne volonté. Et c'est pas comme si je donne mon talent. Or, est-ce que mon talent est un mérite? Vous voyez, le genre de... C'est des discussions qu'on a avec les gens qui travaillent. Hein. Ils disent le mérite, c'est bien joli. Mais le mérite, ça sert à récompenser les plus doués n'ont pas de mérite à être plus doués. Mais si on récompense la bonne volonté, c'est quand même ennuyeux, parce que je préfère que mon médecin ne soit pas simplement un homme de bonne volonté. Je préfère aussi qu'il ait quelques compétences. Voilà. Mais dans un modèle utilitariste, c'est assez commode. On a un modèle qui fait vous donner à la collectivité, et la collectivité vous rend ce que vous lui avez donné. C'est bien. En tout cas, ce principe n'est pas exactement une affirmation du même ordre que la première. Quant au principe de l'autonomie, comme je le disais tout à l'heure, il est parfaitement subjectif. C'est un problème, d'ailleurs, que moi j'ai choisi de régler de manière radicale. Si les gens me disent « j'ai le sentiment de me réaliser dans mon travail », je les crois. Je fais l'hypothèse de la bonne foi. Car après tout, je n'ai pas d'instrument de mesure qui me permette de savoir s'ils se mentent, s'ils me mentent, et si je me mens quand je les écoute. Donc à ce niveau-là, j'applique méthodologiquement un principe de charité, un principe de symétrie. Je considère que la bonne sociologie, c'est celle que le sociologue appliquerait à lui-même. Je n'aime pas, je le dis au passage, les sociologies qui utilisent des modèles interprétatifs pour les sujets qu'ils étudient, mais dont le sociologue se dispense. Vous êtes tous déterminés par votre habitus, sauf moi. Vous êtes tous ultra utilitaristes, sauf moi, parce que moi je crois vraiment à la science. Voilà. Donc ça j'ai du mal. Donc voilà. Quand je rencontre des gens qui me disent « mon métier me plaît bien, je m'y réalise », si vous le dites, je vous crois, parce que je n'ai pas d'autres critères. Je ne suis pas un sociologue critique, je le dis tout de suite, je n'ai pas de critères supérieurs à celui des acteurs pour en juger. En tout cas, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ces trois principes de justice, ça paraît très simple, mais empiriquement, ça donne lieu à des débats, des discussions et des sophistications extrêmes. De conception de la définition. Je prends la formule la plus banale dans ce livre sur les discriminations. Les gens vous disent, il est injuste de nous discriminer parce que nous sommes égaux parce que nous sommes français. Voilà. Évidemment, d'autres disent, non, nous sommes égaux même quand on n'est pas français. Oui, mais un peu plus quand on est français. D'ailleurs, légalement, c'est un vrai problème, parce qu'une discrimination, par exemple, à l'égard d'un médecin qui n'a pas fait ses études en France, n'est pas illégale. Un médecin roumain est moins bien payé, n'a moins de responsabilité qu'un médecin français, parce que on a protégé le marché du travail. Voilà, c'est mal, c'est pas mal, peu importe. Mais je veux dire que on a des enjeux de définition. Les plus grandes bagarres, c'est évidemment sur le mérite. Le mérite donne lieu à des querelles infinies, parce qu'il y a toujours un soupçon sur les épreuves. Je veux dire, on n'est pas dans le monde sportif, on ne s'accorde pas sur l'arbitrage aussi facilement que ça. Et en même temps, il y a des soupçons sur les critères. Par exemple, beaucoup de gens vous disent le mérite scolaire est incontestable, mais le transfert du mérite scolaire sur le monde du travail est parfaitement injuste parce que le travail mobilise des vertus qui ne sont pas celles que mesure l'école. Par exemple, être gentil à l'école, ça ne sert à rien. Mais dans la vie professionnelle, c'est une vertu. Donc c'est pas juste de transférer des critères de faire dans le... Vous voyez, je prends ces débats parce qu'évidemment, vous êtes plus savant que moi, vous savez que Welser y a passé sa vie, que Rawls y a passé sa vie, enfin que tous les philosophes de la justice ne parlent que de ça, ils en parlent mieux. Mais ma première surprise, pour le dire comme ça, c'est que les philosophes de la justice et les acteurs sociaux se préoccupent strictement des mêmes choses et dans des scripts qui ne sont pas si différents qu'on pourrait l'imaginer. Voilà. Il y a quelque chose de troublant, mais après tout, si on faisait de la philosophie analytique sur les modes de raisonnement et d'argumentation, on verrait évidemment que
Il y a des choses extrêmement stables dans l'espèce humaine, indépendamment des cultures. Donc on est dans quelque chose qui nous rapproche, nous sociologues, enfin moi sociologue de la philosophie, c'est que les acteurs sociaux sont philosophes, pour dire les choses simplement. Alors c'est des philosophes désordonnés, anarchiques, qui ne maîtrisent pas le vocabulaire, dont la copie n'est pas bonne, qui n'auraient pas la grecque, c'est évident, mais il n'empêche qu'ils raisonnent exactement, et dans la plupart du temps, dans les catégories que les théories les plus instituées ne cessent de mobiliser. Qu'est-ce qui différencie les acteurs des philosophes? Où est-ce qu'il y a une vraie rupture? C'est d'abord que si on sort de la méthode du questionnaire, qui est utilisée par mes amis galants, forcés, pour lesquels j'ai beaucoup, dont les travaux m'intéressent beaucoup, mais qui disent, au fond, qu'est-ce que vous avez le choix entre la liberté, l'égalité et le mérite. Classez. Qu'est-ce que vous prenez d'abord? Bon. Eh bien, je trouve que c'est pas bien comme méthode. Je trouve que c'est pas bien parce que les gens veulent tout. Les gens veulent tout. Et dans les quand vous changez de méthode et que vous faites des entretiens, ce qui apparaît d'emblée, c'est que tous les acteurs sociaux veulent de l'égalité, du mérite et de l'autonomie. Personne ne vous dit « je vais sacrifier un principe pour avoir les autres ». Je veux tout. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et il suffit d'ailleurs de laisser tourner la conversation pour voir que dans la rhétorique de critique, on passe d'un principe à l'autre. On veut tout. Bien. Ça rapprocherait plutôt de Rawls, d'une certaine manière. Nous sommes également libres et pour créer des inégalités acceptables, il faut des épreuves justes qui préservent les plus faibles. Enfin, on est dans un... Voilà. Les gens raisonnent plutôt à la manière de Rawls. Ce qui différencie radicalement les gens que j'ai interrogés de cette manière de penser, c'est que les acteurs sociaux ne cessent de dire qu'ils adhèrent à des principes qui sont fondamentalement antagoniques. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience très vive. Le philosophe, si je peux me permettre le ridicule de ma formule, le philosophe pense que ces principes sont comme des axiomes géométriques nécessaires et associés pour fabriquer une mécanique argumentative. Bon. Les acteurs sociaux pensent que ces principes sont des dieux qui se font la guerre. Et que si on choisit la liberté, si on choisit, pardonnez-moi, l'égalité, le mérite et l'autonomie en souffriront radicalement. Que si on choisit l'autonomie, le mérite et l'égalité en souffriront radicalement, et on est plutôt dans l'idée que le monde juste est un monde qui combine à niveau bas des principes de justice qui, à niveau élevé, sont profondément antagoniques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand vous faites des entretiens, vous observez que les gens vont dire l'égalité. Et puis ils vont dire, et quand ils disent l'égalité, en général, ils définissent l'égalité contre le mérite. En disant le mérite c'est la mort de l'égalité, le mérite c'est la destruction de l'égalité. Alors il y a des rhétoriques absolument rodées. Je veux dire, c'est la guerre de tous contre tous, c'est un monde darwinien, c'est la fin de la solidarité, c'est chacun pour soi, etc. Bon, ce sont d'ailleurs il y a des bibliothèques entières de livres développant ces critiques sociales. Et l'autonomie, c'est l'anarchie. Si chacun est autonome, où va-t-on? L'égalité suppose que le mérite soit refroidi et que l'autonomie soit contrôlée. Elle suppose que l'individu soit ce qu'on pourrait appeler avec Durkheim un individu institutionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est un individu parce qu'il a intériorisé la règle générale. Voilà. Mais le même individu qui va vous parler comme ça, va brutalement vous parler au nom du mérite, en disant mon mérite n'est pas reconnu, c'est insupportable. Et à partir de là, l'égalité change de statut et devient l'égalitarisme.
C'est-à-dire la machine à refuser le mérite, à refuser la compétition, la machine qui écrase, qui tue. Et évidemment, l'autonomie devient un principe anarchique, désordonné, artistique dans un monde qui doit mesurer objectivement le mérite. C'est le bordel, si vous préférez, pour parler scientifiquement. Et quand l'individu se place du point de vue de l'autonomie, la société est une machine, l'égalité est une machine à écraser, une machine conformiste, une machine qui tue. Et le mérite, évidemment, c'est la puissance de la logique instrumentale, cadrée, contre la créativité humaine. Et ce qui est très amusant, c'est que cette petite ronde rhétorique, je vous suggère d'en faire l'expérience en dînant un soir avec des amis. Vous lancez, et vous allez voir que la ronde rhétorique peut durer jusqu'au petit matin, parce que chaque fois qu'on est arrivé sur un thème critique, on rebondit sur l'autre, et on repart pour un tour. Ça ne se stabilise jamais. Non seulement la définition ne se stabilise pas, mais chaque principe s'oppose. Ce qui fait que le monde juste est toujours défini comme un monde de compromis. Par exemple, si vous demandez à des élèves qu'est-ce que c'est qu'un prof juste, ils vont dire un prof juste, c'est un prof qui nous traite tous comme des égaux. Ah ouais, attends, arrête, il faut aussi quand même qu'ils reconnaissent qu'il y a des bons et des pas bons. Ah ouais, d'accord, il faut donc reconnaître le mérite. Mais quand même, il ne faut pas qu'il pousse le mérite jusqu'à tuer l'égalité. Donc le prof juste, il doit mettre des notes inégales, mais pas trop. Il faut qu'il rabaisse le caquet des bons élèves. Il faut qu'il soit Rawlsien. Il faut qu'il rabaisse le caquet des bons élèves qui vont se croire. Puis en plus, peut-être qu'ils n'ont aucun mérite à être bons. Peut-être que c'est Dieu qui leur a filé le gène particulièrement efficace. Et les mauvais, il ne faut pas les humilier. Il faut qu'ils restent dans la classe. Et puis quand même, ce principe de classement, il est une atteinte à la singularité des individus. Pourquoi nous juger tous selon des critères? Donc le bon prof doit réaliser une alchimie très compliquée. Il faut qu'il soit égalitaire, tout en reconnaissant les hiérarchies du mérite, sans pour autant nier la singularité de chaque élève. C'est pas compliqué, quand vous serez prof, vous n'avez que ça à réaliser. Le mauvais prof, c'est l'égalitaire bête, le méritocratique ou le démagogue qui est dans le débat, qui est dans le recueil des singularités. C'est tout simple. Mais la définition du bon prof, elle ne se fait pas par l'application d'un principe de justice, elle se fait par l'application d'une diversité de principes de justice contradictoires. Quand vous êtes dans le monde du travail, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc, la justice, ça consiste à combiner des principes, la justice pour les acteurs, ça consiste à combiner des principes de justice antagoniques. Quand vous posez la question, qu'est-ce qu'un bon patron? Vous avez la même réponse. Qu'est-ce qu'un bon manager? Vous avez la même réponse. Et vous avez, au fond, un système qui ne se stabilise pas. La différence, évidemment, avec la philosophie, c'est que la philosophie démarre, au fond, comme les problèmes de géométrie que j'adorais quand j'étais à l'école. C'est-à-dire, vous avez un problème, et à la fin, vous combinez des théorèmes, à la fin, vous avez la solution. Eh bien, quand vous avez des débats sociaux sur la justice, à la fin, vous n'avez pas de solution. À la fin, vous avez des compromis, des arrangements, des situations instables, ce qui fait que jamais jamais ça ne se stabilise. Je voudrais préciser que ces rhétoriques-là sont très faiblement déterminées par la position sociale des acteurs. Contrairement à ce on pouvait supposer, même les enquêtes montrent que les enquêtes de Galland forcés sont très intéressantes. Elles montrent que c'est un monde du consensus. Pas du consensus géométrique, mais un monde dans lequel on ne peut pas dire les cadres pensent comme ça, les ouvriers pensent comme ça, les femmes. Il y a des écarts, il y a des sensibilités, il y a des teintes. Mais c'est pas du tout, les cadres vont à l'opéra et les ouvriers écoutent l'accordéon, ce qui d'ailleurs n'est plus vrai, y compris dans ce domaine. Mais c'est pas le monde de Bourdieu, si vous préférez, c'est pas le monde dans lequel les principes de justice sont le reflet d'une expérience sociale extrêmement contextualisée. C'est vraiment des principes qui rencontrent des situations.
et qui argumente sur des situations, mais les principes de l'argumentation sont vraiment des principes relativement stables. Les principes sont stables et les combinatoires qu'ils fabriquent deviennent impossibles. Avec d'ailleurs des moments qui sont très boltanskiens, où il faut bien arrêter la querelle, par exemple. Je m'étais intéressé au jugement des prud'hommes, puisque je travaillais sur le travail. Les prud'hommes, ça ne rend pas la justice, mais ça arrête la querelle. Voilà. Ça rend service de ce point de vue-là. Mais tout le monde sort en disant « justice n'a pas été rendue, mais au moins la querelle s'est arrêtée ». Voilà. Donc on a des compromis et on pourrait faire des choses sophistiquées, montrer comment des systèmes de management mobilisent des principes de justice. Par exemple, le taylorisme croise mérite et égalité. Et évidemment évacue complètement le principe d'autonomie. On pourrait montrer comment le néo-management mobilise autonomie et mérite. Et que l'égalité en souffre quelque peu. Comment les bureaucraties, les bureaucraties professionnelles, dont nous faisons partie de ce côté de l'estrade, mobilisent égalité et autonomie. Le mérite ayant souvent à en souffrir. Voilà. Mais on peut s'amuser, à condition de montrer qu'on est dans des agencements. Autre thème que je voudrais évoquer avant que l'on discute, c'est le passage à l'action. Au fond, quand on discute, on transforme on transforme les acteurs sociaux en philosophes. Enfin, je vous signale que si un jour ça vous prenait, n'ayez pas peur, les gens adorent ça. Ils vous disent, c'est quand même la première fois de ma vie qu'on est venu me demander ce que je pensais en écoutant sérieusement ce que je raconte. C'est assez rare dans la vie d'un élève, par exemple, de voir quelqu'un qui lui consacre 3 heures pour savoir si l'école est juste. D'habitude, on lui dit quelle note t'as eu, puis la conversation est à peu près terminée. Donc, il y a une volupté des gens pour développer ça, et puis il y a peut-être l'idée que la critique des injustices grandit celui qui la formule. Enfin, je veux dire, on se met un peu au-dessus de la vie sociale quand on est là-dedans. On mobilise des principes qui vous élèvent au-dessus de la vie sociale. Enfin, c'est pas complètement rien. La question que je me suis posée, c'est pourquoi on ne passe pas à l'action ? Pourquoi les gens sont si critiques et pourquoi ils agissent, au fond, si peu ? Alors, il y a 2 types de réponses. L'un qui est très classique et que je développerai à peine, mais qui intéresse beaucoup les sociologues, qui consiste à dire pour agir, il faut des conditions d'action. Voilà, il faut des organisations, des syndicats, des systèmes démocratiques, des leaders d'opinion, des ressources. Il ne suffit pas d'être en colère pour agir, il faut avoir les moyens d'agir, ce que la théorie sociologique appelle la mobilisation des ressources. Il faut des ressources pour agir. Il ne suffit pas d'être victime d'une injustice pour agir, il faut aussi des conditions objectives pour agir. Et en général, ça suppose et des ressources et le fait que l'adversaire faiblisse, qu'on sente que l'adversaire va lâcher. Ce qui fait d'ailleurs que les mouvements de lutte contre les injustices sont plus l'expression des ressources que possèdent les acteurs que celles des injustices qu'ils subissent. Enfin, voilà, le monde médical a plus de capacité de se mobiliser que celui des SDF. Voilà. Et pourtant, les injustices subies par les seconds sont peut-être à peine moins faibles que celles que subissent les premiers. Voilà. Donc, j'insiste pas là-dessus, mais c'est pas un détail. La seconde chose qui est plus intéressante, qui moi m'a plus intéressé, c'est que pour agir contre les injustices, et là on sort vraiment au fond d'un problème classique de philosophie, il faut que les injustices aient une cause sur laquelle on puisse agir. C'est-à-dire que si l'injustice, si vous êtes dans des sociétés, il y a un livre dont l'auteur m'échappe, qui est un Américain, qui est allé interroger des gens extrêmement, abominablement pauvres dans le monde, abominablement pauvres,
des gens qui sont dans la rue à Calcutta, etc. Il leur dit pourquoi vous êtes dans cette situation. Les gens répondent Dieu l'a voulu. C'est quand même très difficile de lancer des pierres contre le ciel. Voilà. Pour agir socialement, il faut qu'il y ait une cause sociale. Voilà. Or, nous sommes dans une société où bien souvent les causes sociales de son malheur ne sont pas si évidentes qu'on pourrait l'imaginer. Une des forces sociales du marxisme, ça a quand même été de dire il y a une cause de la souffrance, c'est la domination de classe, et la domination de classe, elle a un nom, un visage, un lieu. C'est le patron. Et puis même quand c'est pas le patron, c'est le patron qui est derrière. Enfin, on peut toujours... c'est le gouvernement au service du patron, c'est les institutions au service du patron. Aujourd'hui, on n'est plus tellement dans ce monde-là parce que l'évolution du capitalisme fait que très souvent, c'est d'ailleurs très, très ennuyeux sur ce plan-là, c'est que très souvent, on ne sait pas qui est le patron. Et il n'est même pas sûr qu'il y ait un patron. Dans beaucoup de cas, on a vu par exemple les salariés kidnappés, séquestrer les cadres dirigeants de l'entreprise pour que le patron sorte du bois. Le cadre vous gâche la vie, il a l'air d'être le patron, puis on annonce que l'entreprise ferme, et le cadre vous dit « je voulais vous dire, petit détail, passage, je ne suis pas le patron ». On comprend que l'envie de le séquestrer se développe, pour faire surgir le patron, qui ne sort pas d'ailleurs, puisque le patron c'est une compagnie financière qui ne sait même pas que l'usine existe. Enfin, je veux dire, bon, l'avantage du capitalisme traditionnel, c'était que le patron résidait sur place. Enfin, d'une certaine façon, les ouvriers des sidérurgistes lorrains, ils faisaient grève contre De Wendel, et De Wendel, il habitait à Thionville. Voilà, donc on sait qui est le patron. Aujourd'hui, on a des problèmes de ce type. D'ailleurs, quand les gens développe une rhétorique continue sur c'est la faute à la mondialisation, c'est la faute au système mondial, et je le signale au passage, très souvent, ils désarment la critique bien plus qu'ils ne l'arment. Parce qu'on ne peut pas, c'est très difficile, ça reviendra au problème de justice globale, c'est comme lancer des pierres contre les dieux, ça finit par vous retomber sur la tête. Il faut bien qu'il y ait une cause sociale. Alors on va trouver des causes sociales... Le gouvernement en est une. Quand on est en France, mais dans un tas de pays, c'est pas le gouvernement qui peut être considéré comme l'auteur de la crise du poulet en Bretagne. Enfin, je dis ça au passage. En tout cas, voilà, il y a un problème d'identification des adversaires. Mais surtout, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que la petite mécanique critique de mobilisation des principes de justice que je viens d'évoquer, au fond, déploie la critique et paralyse souvent le passage à l'action. D'abord, premier problème, la définition de l'égalité est quand même toujours une définition de l'égalité restreinte. Donc un grand nombre de mouvements ne peuvent pas être considérés comme une atteinte à l'égalité parce que l'égalité dont il est question est quand même relativement limitée. Je reviendrai là-dessus. L'égalité, en réalité, c'est l'accord sur les inégalités acceptables. Voilà, Alors, je renvoie au mouvement des profs de CPE. Je veux dire, au fond, ils ne sont pas anti-égalitaires, mais ils veulent rester dans un cadre d'inégalité considéré comme acceptable. Deuxièmement, et c'est une question bien plus importante, c'est que la conjugaison du principe de mérite et du principe d'autonomie fait que les victimes ne sont pas nécessairement innocentes. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Quand vous êtes dans le monde médiéval, le monde de Jacques Le Goff, où la pauvreté s'explique par la volonté divine, vous ne pouvez pas critiquer la pauvreté, puisque c'est Dieu qui l'a voulu, mais vous pouvez avoir une compassion pour les pauvres qui sont des victimes innocentes. Tandis que dans notre société, la pauvreté est un scandale car nous sommes égaux, mais comme nous sommes tous autonomes et méritants,
nous n'avons pas nécessairement de compassion pour les pauvres. Alors si vous ne me croyez pas, ce soir faites un test, lancez une discussion sur le chômage et vous aurez deux positions qui se manifesteront immédiatement. La première, c'est le chômage est un scandale. La seconde, c'est les chômeurs abusent. Automatique. Il faut bien comprendre la force du principe d'autonomie et du principe de mérite. Imaginez que vous soyez un prof nourri à Bourdieu, shooté à Bourdieu. Il y en a quelques-uns, notamment dans le secondaire. Et que je suis ce prof et vous êtes mes élèves. Voilà. Et je vous donne un travail et vous me rendez le travail. Et je vois bien d'ailleurs que les enfants de cadres ont de meilleures notes que les enfants d'ouvriers. Bon. Donc si je suis conséquent, je dis je vais mettre la même note à tout le monde, voire une meilleure note aux uns, etc., parce que je ne crois ni au principe d'autonomie et de mérite. Bon. Ça serait la conséquence normale, puisque l'acteur n'est que le produit des conditionnements sociaux qui le produisent. En réalité, quand je suis un prof bourdieusien, je vais oublier pendant quelques minutes que je suis bourdieusien, et je vais vous dire, c'est pas parce que ton père est analphabète et que ta mère est alcoolique que ça t'autorise à rien faire. Tu as exactement la même liberté et le même que les autres, et tu dois mobiliser ton mérite comme les autres. Et d'ailleurs, je n'aurai aucune indulgence à ton égard lorsqu'il faudra décider de ton passage dans la classe supérieure. C'est-à-dire que la norme de mérite et d'autonomie fonctionne à l'internalisation. Je vais bien faire. C'est-à-dire, elle oblige l'acteur à considérer qu'il est le résultat, le produit de sa liberté. D'accord ? Donc je peux dire à un élève, tout en étant un prof qui ne croit qu'aux déterminismes sociaux, me prends pas pour un imbécile, je sais bien que c'est quand même toi qui as fait ce travail et c'est toi qui as décidé d'avoir une mauvaise note. Et d'ailleurs, heureusement que je dis ça à l'élève, car imaginez que je dis à l'élève, t'as une mauvaise note, mais c'est pas ta faute avec le père que tu as. Cet élève pourrait me gifler sans que je me sente, franchement, il aurait raison. Parce que je le prive de sa liberté. Mais si je lui restitue sa liberté, je lui restitue sa culpabilité. Et je le prive de l'indulgence à laquelle il aurait droit a priori. C'est des mécanismes un peu compliqués. Mais quand vous étudiez le monde du travail, vous avez une dénonciation des injustices et des victimes des injustices, et vous constatez que l'innocence des victimes est loin d'être acquise. On a d'ailleurs eu, aux États-Unis, avec Reagan, un véritable renversement idéologique en disant, au fond, les pauvres, ça suffit, c'est de leur faute. On arrête. Et vous avez bien vu d'ailleurs à quel point cet argument reste extrêmement fort dans les Tea Party qui disent c'est une faute morale que d'aider des gens qui sont moralement responsables de leur destin. Alors, soit ce sont des crétins, soit c'est plus que ça. Et je pense que c'est plus que ça. Voilà. Et ces gens sont dans un espace purement démocratique. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... ils ont un usage qui peut nous choquer, en tout cas qui, moi, me choque un peu, des principes de la justice démocratique, mais on ne peut pas dire qu'ils appellent à d'autres principes que cela. Et puis, évidemment, le grand obstacle qui fait que le passage à l'action est très difficile, c'est que l'internalisation du principe d'autonomie fait que, ça c'est une constante qu'on a très bien vue dans notre travail aussi sur les discriminations, on a un mal fou à endosser le statut de victime. C'est pire que tout de considérer qu'on est victime, et donc de considérer qu'on a renoncé à se vivre comme l'auteur de sa vie. Mieux vaut considérer, je prends un exemple très simple, quand je demandais aux gens dans cette enquête faite en 2006, pourquoi occupez-vous cette position professionnelle un peu compliquée, mal payée, etc. 90% des gens vous répondent parce que j'ai fait le con à l'école. Personne ne vous dit c'est la faute au système, c'est la faute. Tout le monde vous dit je préfère penser que c'est moi qui l'ai choisi, je prends le mot sociologique, j'ai fait le con à l'école. C'est ma faute. Et d'ailleurs mes gosses maintenant
font souffrir le martyr parce que je ne veux pas qu'ils reproduisent ce que j'ai fait, et comme je vais les faire souffrir, ils vont le reproduire. Enfin, il y a quelque chose d'horrible dans cette histoire. Mais c'est très difficile. Et quand on travaille sur les discriminations comme on l'a fait, les gens se disent toujours, au fond, je préfère ne pas penser que j'ai été victime de discrimination trop brutale parce que ça m'enlève la capacité de me penser comme un sujet autonome. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a extrêmement peu de plaintes, pour des raisons aussi différentes, parce que c'est difficile de faire la preuve d'une discrimination, mais aussi parce que c'est extrêmement compliqué de dire, au fond, je renonce à mon autonomie et j'accepte d'être une victime. Bon. Donc, vous voyez que ces principes de critique ne sont pas nécessairement des principes, ils sont très mobilisés, mais ils vont pas... C'est un problème pour le sociologue qui au fond, aimerait que la critique devienne de l'action. Ben, ne devient pas de l'action. Tout ce que je vous ai dit, je vais m'arrêter bientôt, tout ce que je vous ai dit, se situe dans, au fond, la priorité du juste. Tous ces raisonnements que je viens de développer sont étrangement les raisonnements de la philosophie. C'est Dworkin, c'est Kimilka, c'est Nozick, c'est Walser, c'est Rawls. Enfin, je veux dire, on est dans ce monde-là. D'ailleurs, je les ai lus en même temps que je faisais ces recherches, avec une sorte d'ébahissement chaque fois, en me disant, mais c'est pas vrai. Il y a d'ailleurs un très joli livre de Walser qui montre que la critique sociale et la critique philosophique sont extrêmement, au fond, poreuses. Bon, tout se passe comme si il y avait un espace de circulation. Donc j'ai écrit, je vais parler de moi 30 secondes, j'ai écrit 3 de mes livres, L'école des chances, qui était un petit bouquin sur qu'est-ce qu'une école juste, alors, strictement rawlsien, enfin je veux dire, j'assume parfaitement rawlsien, socle commun, école commune, puis équité des épreuves, et capacité de rejouer les épreuves, parce que je pense que quand il y a 3 épreuves, c'est mieux qu'une seule, parce qu'on peut retenter sa chance, etc. Puis j'ai écrit ce livre qui s'appelle Injustice, qui est une description des critiques des gens au travail, et puis un petit livre qui est toujours dans le même esprit, Les places et les chances, en expliquant comment on passe d'un monde de justice à l'autre. Donc, dans ce monde-là, l'école, le travail, on est spontanément dans des mondes rawlsiens. Parce que c'est des institutions fermées. Parce que il va de soi que le mérite et l'égalité sont à l'œuvre. Il va même de soi que le mérite, l'égalité et la justice sont au fronton de ces institutions. Le travail, c'est un contrat méritocratique. Le travail, c'est une intégration sociale égalitaire. Et le travail, c'est un mode d'expression du sujet depuis l'éthique protestante. Voilà. Ça va de soi. L'école, c'est un monde où tous les étudiants, où tous les élèves sont égaux. C'est une institution dont la fonction est de fabriquer des inégalités justes à partir du mérite d'élèves considérés comme fondamentalement égaux. On est dans cet univers-là. Donc, de ce point de vue-là, priorité du juste. Je veux dire, c'est assez simple. Voilà, c'est des mondes clos, organisés, rationnels, dans lesquels ces principes sont au fond pas contestables et pas contestés. Quand je me suis intéressé à l'expérience des discriminations, je ne m'attendais pas un peu sorti de ce monde. Parce que dans l'expérience des discriminations, il y a tout un univers du même ordre. La discrimination est injuste parce qu'elle met en cause mon égalité, bien évidemment, et elle met en cause mon autonomie, voilà, mon mérite, plus exactement. Donc, toute la rhétorique anti-discrimination, c'est je suis égal, j'ai le même mérite que les autres, les mêmes diplômes, les mêmes compétences, on me traite de manière inéquitable, c'est insupportable. Jusque-là, ça va. Jusque-là, on est en territoire connu. Où on sort de ce territoire connu, c'est quand les gens disent ce qui est injuste dans la discrimination, c'est que je suis discriminé en raison de ce que je suis.
Je suis une femme, on me discrimine. Je suis un homosexuel, on me discrimine. Je suis un noir, on me discrimine. Je suis un musulman, on me discrimine. Et donc je peux dire, on m'attribue une identité négative. Et c'est au nom de cette identité négative que je suis discriminé. Donc je vais réclamer que cette identité négative soit, alors quoi ? Soit invisible, ignorée. On reste dans l'espace Elisabeth Badinter, si je peux me permettre. Voilà. C'est-à-dire, l'identité, ça n'existe pas. On règle la question. Sauf que les gens, c'est pas exactement comme ça, et Alain Renaud le sait bien qu'il fonctionne. Ils disent, je veux que mon identité soit reconnue. Je veux que mon identité soit reconnue. Je veux que mon identité soit reconnue à égale dignité avec celle des autres. Et là, on sort, et là, de mon point de vue, on sort de ma petite ronde rhétorique rawlsienne des principes de justice. Et c'est plus compliqué. Et c'est plus compliqué pourquoi ? Parce que la reconnaissance de mon identité met en cause l'identité de celui qui me reconnaît. Et on entre dans un monde un peu communautarien, si je peux me permettre. Le problème, évidemment, quand vous êtes dans un univers parfaitement cosmopolite, classe dirigeante, classe supérieure, où on parle 3 langues, où on vit dans des avions, la reconnaissance des identités, c'est pas vraiment un problème. Quand vous descendez vers des identités qui sont beaucoup plus enracinées, beaucoup plus profondes, beaucoup moins mobiles et beaucoup plus intériorisées, ça vous fait du Front National. Je dis ça parce que j'ai été très frappé, alors je vais me rendre peu populaire, j'ai été très frappé par les mouvements anti-mariage pour tous. Alors pas les mouvements anti-mariage pour tous, les sondages sur le mariage pour tous. Premier point, êtes-vous favorable au mariage pour tous ? 75% des Français, je ne veux pas dire de bêtises, répondent oui, je m'en fous. En clair, je m'en fous. Oui, ça veut dire qu'ils couchent ensemble, qu'ils se marient, qu'ils aient les mêmes droits, je m'en fous. Êtes-vous favorable à la PMA et à la parentalité de couples homosexuels ? 75%, non. Et on ne peut pas régler ça en disant c'est des fachos. Tout simplement, moi je suis très ennuyé là-dessus. Simplement, ça veut dire que l'opinion publique vous dit le mariage pour tous, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est un droit des personnes. La procréation, ce n'est pas un droit des personnes, c'est une identité qui nous appartient à tous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que si je leur donne ce droit, ça transforme ma propre identité à moi. Il y a un livre très subtil de Descombes là-dessus, qui a été fait récemment, qui est un très très bon livre de ce point de vue-là. Parce que c'est un thème, alors quand je dis ça, je sais qu'on on a des relents monrassiens, enfin voilà, bon, je suis pas à l'aise, mais le droit à la reconnaissance des différences porte d'autres enjeux que l'égalité, l'autonomie et le mérite. Parce qu'il porte des enjeux qui sont non pas sur l'égalité, mais sur ce qui est en amont de l'égalité, sur ce que nous avons de semblable. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-là. Je crois que ce que nous observons aujourd'hui, c'est que j'étais dans un univers intellectuel, au fond, où je pensais qu'il allait de soi que nous étions égaux et que nous voulions l'égalité. C'est ce qu'on dit à l'école, c'est ce qu'on dit au travail, c'est ce qu'on dit, ça va de soi. Et plus ça va, plus je me dis qu'il n'est pas évident que nous sommes dans un monde d'égaux où nous voulons l'égalité. C'est ce qu'on affirme dans les sondages d'opinion. Nous sommes pour l'égalité, très bien. Mais on s'aperçoit que la plupart des inégalités dans lesquelles nous vivons sont des inégalités que nous produisons très activement. Nous choisissons de nous loger au plus loin de certaines catégories, nous choisissons les stratégies scolaires les plus inégalitaires qu'elles soient, parce qu'au fond c'est les plus utiles qui soient. On n'en parle plus de tout, les sociologues n'en parlent plus, c'est très étrange. La consommation ostentatoire atteint des sommets. On ne voit que des papis dans des 4x4 surpuissants qui ne passent probablement jamais la 3e, mais
qui manifestent. Non, je veux dire, c'est l'industrie du luxe se porte admirablement, etc., etc. Donc, c'est pas vrai que l'inégalité nous est imposée par une structure économique aveugle. Non, on les produit. Et j'observe au même moment, évidemment, une rupture de ce point de vue-là, quand je vois des sondages très très inquiétants dans le monde disant je ne veux plus payer d'impôts parce que je ne veux pas payer d'impôts pour ces gens-là. Vous avez vu ça dans les sondages CSA du Monde il y a 15 jours. Je ne veux plus payer d'impôts pour eux, pour ces gens. Je ne veux plus des bonnets rouges, enfin tout ce qu'on voudra. Je veux dire, on peut trouver ça sympathique. Il n'y a pas que des riches qui ne veulent plus payer. En partant en Belgique, je veux dire, il y a un phénomène de rupture de l'imaginaire de la solidarité. Et je crois que, au fond, quand on raisonne en disant égalité, mérite, autonomie, on oublie trop que derrière l'égalité, il y a un imaginaire, Castoriadis aurait dit une construction imaginaire de la solidarité. Au fond, pour vouloir l'égalité des autres, c'est le nouveau thème qui m'intéresse et qui m'angoisse un peu, c'est que pour vouloir l'égalité des autres, il faut que je m'en sente semblable. Alors la religion a fourni des discours là-dessus. Elle a fourni cet imaginaire. Nous sommes tous frères. Bien. La nation a fourni cet imaginaire et très efficace. C'est-à-dire, je paye des impôts pour des gens que je ne connais pas dans un contrat aveugle. Parce que nous sommes tous dans la même nation, nous sommes tous français. On peut considérer que le mouvement ouvrier a porté d'une certaine manière cet imaginaire, la camaraderie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette construction symbolique de la... Alors j'ai employé un mot qui peut faire ricaner, mais après tout, j'ai regardé ce qu'en disait Rawls dans Théorie de la justice. C'est terrible, il y a une note de bas de page sur la fraternité. Il dit, ça va de soi que la fraternité précède l'égalité. C'est une note de bas de page, 74, je ne sais pas combien. Mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Aux États-Unis, ça ne va pas de soi. Je ne veux pas payer pour les Noirs, je ne veux pas, etc., etc. Donc je crois que nous sommes aujourd'hui devant un problème qui est celui de la... Comment dirais-je ? C'est qu'en amont des théories de la justice, il faut qu'il y ait un imaginaire symbolique du lien social, de la solidarité, de qu'est-ce qui fait que nous voulons l'égalité des autres. Or, j'ai le sentiment que là, nous sommes devant un problème. Alors, devant ce problème, on a 3 réponses aujourd'hui politiques. On le voit bien. La première, c'est la communauté hostile. C'est le retour du 19e siècle réactionnaire, quoi. C'est-à-dire de Bonal, de Maistre, Barrès, je sais pas. La communauté, c'est le sang, c'est ceux qui sont nés ici, c'est la terre, c'est ceux qui ont les mêmes goûts alimentaires, et la communauté se fait contre les autres. Voilà. Alors je ne vais pas faire un topo sur le Front National, mais je crois qu'on ne comprend pas le Front National si on dit c'est simplement une bande de fascistes idiots. Moi, je regarde les enquêtes, il y a quand même des gens qui vous disent ce qui faisait solidarité s'effondre et la société m'abandonne. Voilà, la société m'abandonne. Au sens durkheimien. La société m'abandonne, c'est-à-dire la société qui était en moi me quitte. Et donc je me replie avec des rumeurs quasiment 14e siècle. Hein. Je veux dire, j'étais il y a quelques semaines dans le Berry où on m'explique que le maire de Bourges est en réalité un Rome qui alimente des réseaux de Roms qui viennent s'installer à Bourges. Quand on vous dit ça, vous dites... les gens qui vous disent ça votaient socialiste et rationnel il y a 2 ans. Je veux dire, on est au XIVe siècle. On attend que les sorcières soient noyées. Bon, voilà. Donc il y a quelque chose de très profond et on voit que ça mobilise une grande partie de l'extrême droite, évidemment, et puis une partie non négligeable de la droite. L'autre imaginaire de la solidarité, c'est l'imaginaire républicain.
Ça consiste à dire, on s'arc-boute sur nos principes, liberté, égalité, solidarité, la France, la nation, l'universel, et ça va tenir. Je dois dire que j'en suis très peu convaincu. Parce que je ne vois pas comment la France redeviendra celle des 30 Glorieuses, voilà. La troisième solution, la troisième réponse, qui est la réponse qui est celle aujourd'hui de notre président, qui n'est pas méprisable, c'est la confiance libérale, c'est-à-dire je défends les valeurs. Il n'y a plus beaucoup de monde pour manifester quand même avec moi contre les propos racistes comparant la ministre de la Justice à Nguyen, mais il n'y a pas eu foule dans les rues, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, j'attends que la croissance recrée la solidarité. C'est-à-dire 2% de croissance plus des bons principes et on est reparti pour un tour. J'y crois pas non plus, pour dire la vérité. Donc je crois que la tâche qui nous est au fond aujourd'hui posée en termes de philosophie de la justice, c'est moins de rester dans l'espace rawlsien, liberté, égalité, mérite, principe de différence, que d'être dans un espace en amont du problème de Rawls, sur les conditions qui, je dirais, de l'égalité élémentaire, de manière à ce que se reconstruise un débat de justice. Et je crois qu'on est dans cette situation-là. Alors évidemment, je ne suggère pas, j'ai aucune idée de revenir, je ne suggère pas de refabriquer du patriotisme et de refaire la guerre de 14. Non, c'est pas de ça. Mais d'une certaine manière, là, on est devant une question un peu vertigineuse. Qu'est-ce qui fait que nous allons avoir de nouveau envie de payer des impôts pour des gens qu'on ne connaît pas? Voilà. C'est ça la question qui m'intéresse, ce qui est même la question élémentaire de l'égalité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à redistribuer de façon équitable. Alors je n'ai pas d'idée là-dessus, on peut penser à des réformes démocratiques, on peut penser à des choses comme ça. Mais il faut aussi penser à des débats de justice. Je m'arrête sur une anecdote que je trouve très intéressante. J'ai passé l'après-midi avec le personnel, avec les cadres de la mairie de Paris qui m'ont demandé de leur parler de ce livre de discrimination. Je dois dire, moralement impeccable. Je veux dire, on est contre les discriminations, mais sincèrement, les gens ont de vraies politiques anti-discrimination, sont très, très vigilants sur les femmes, les minorités, les gens qui viennent d'outre-mer, c'est-à-dire les Antillais, etc., etc. Donc, vraie politique. Puis en sortant de là, il y a un monsieur qui me dit, un cadre, qui me dit, tout ça c'est du baratin. Moi, je ne peux plus supporter que les musulmans s'arrêtent tous les soirs à 5 heures pour prier, qui travaillent au bout de la semaine 4 heures de moins que les autres. J'en ai marre, je ne peux plus supporter. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je crois que si on ne répond pas en termes de qu'est-ce qui fait que l'on vit ensemble à ce genre de questions, si on ne les invalide pas d'emblée en disant ce sont des clichés, des stéréotypes, des idées loufoques, encore un fasciste déguisé, etc., c'est-à-dire ce qui sera la meilleure manière évidemment de produire ce que nous craignons, je crois que nous avons des lendemains peut-être un peu pénibles. Donc l'enjeu philosophique et sociologique, au fond, c'est de nous saisir de ces problèmes-là, qui aujourd'hui sont moins les problèmes, je dirais, de la justice sociale tels que je les ai évoqués, que les problèmes des conditions préalables à la justice sociale. Ce qui est évidemment, et ce n'est pas un appel du pied direct, mais quand même, c'est évidemment à l'intérieur même des sociétés une question comparable à celle de la justice globale. Au fond, j'ai accepté de payer des impôts pour des Bretons et pour des Auvergnats parce que d'une certaine façon, il y a tout un imaginaire, un roman, un cinéma, des monuments aux morts, une littérature, des cartes Michelin, tout ce qu'on voudra, qui fait que, oui, c'est comme ça, qui fait que je me sens du même monde que, pourquoi je paierais pour des Haïtiens? Pourquoi je paierais pour des Indiens d'Amérique du Brésil? Et pourquoi demain je paierais pour mon voisin qui visiblement est si antipathique? Donc je crois qu'il y a à reconstruire
pas forcément des théories de la justice, mais des théories je ne sais pas comment dire, des théories de la fraternité, du semblable, du fait que on entre dans un espace où il devient possible de réfléchir en termes de justice. Or, je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Je crains qu'on soit en train d'en sortir de cet espace. Donc, vous voyez que la sociologie, des enquêtes empiriques peuvent finir par déboucher sur des problèmes qui sont ceux que les philosophes traitent de manière professionnelle et moi de manière complètement... pas amateur d'ailleurs, mais complètement instrumentale. Je me sers des théories parce que j'en ai besoin et qu'elles existent sur ma bibliothèque. Mais à mon avis, on ne peut plus. Alors je ne suis pas le seul à faire ça en France. Je veux dire, il y a des gens comme Boltanski qui, de manière très différente, mais se sont posés le même type de problème. On est passé d'une sociologie qui avait une sociologie au fond de critique surplombante du monde. Le monde est injuste et je vais... le dénoncer à partir de critiques, à une sociologie qui est plutôt la mienne, mais je ne suis pas le seul, qui dit, écoutez, les acteurs eux-mêmes produisent de la critique, et la critique sur laquelle il faut s'appuyer, c'est celle-là, non pas simplement pour la décrire, mais pour être capable de remonter vers un niveau de généralité qui fait qu'on pourrait, au fond, mériter notre salaire. Mériter notre salaire, ça veut dire rendre à la société le service qu'elle nous a donné en nous donnant le temps de réfléchir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis obligé de le dire comme ça, c'est formidable. Voilà, très sincèrement. Juste avant de donner la parole à Geoffroy Lauveau qui interviendra comme répondant, je voudrais d'une part faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, mais je pensais le faire effectivement au moment de la discussion, et puis suggérer 2 ou 3 choses en prise directe avec ce par quoi François Dubet vient de terminer. D'abord le livre, donc, je pensais mobiliser dans la discussion, c'est donc un livre collectif piloté par François Dubet et également coécrit co-organisé par Olivier Cousin, Éric Masset et Sandrine Rouy, qui s'intitule « Pourquoi moi, l'expérience des discriminations ?» donc qui est paru en mars, je crois, au Seuil, et qui est vraiment extraordinaire sur ces questions-là. Donc voilà, la référence est faite, et c'est un livre vraiment que je prescris, si je peux prescrire quoi que ce soit. Et puis, sur les questions, donc je ne veux pas du tout court-circuiter la discussion, je voudrais faire juste... Pardon, Geoffroy, je vais aller très vite. 4 observations. La première, c'est faire observer que dans le stock de principes disponibles, hérités par les théories de la justice, car c'en est une, des années 70 à 90, il y a le principe communautarien, qui est un principe de justice. Voilà, qui est un principe adverse des principes rawlsiens, mais qui est un principe de justice. Et peut-être nous vivons ce moment où nous nous rendons compte que, dans une certaine mesure, avec des agencements extrêmement coûteux et quasi sacrificiels pour nos investissements antérieurs, mais il faut réintégrer ce principe-là dans le stock de principes disponibles. Alors je ne le fais pas, mais c'est quelque chose que nous essayons de suggérer depuis quelques semaines. Voilà. Première observation. Deuxième observation, la réintégration est avec un statut à préciser, n'est-ce pas, bien évidemment. Mais la réintégration est d'autant plus aisée, aisée sûrement pas, mais on y est d'autant plus porté que d'une certaine façon, ce principe fonctionnait déjà dans l'espace rawlsien et dans celui de la ritournelle que tu reconstruis, parce que... Mais il est derrière le rideau. Oui, il est derrière le rideau, parce que, évidemment, Rawls dit... alors, on a redécouvert ça très tard ici, entre nous, mais enfin, Rawls le dit,
que toute sa construction est sous réserve et à condition d'être dans ce qu'il appelle l'espace d'une théorie idéale de la justice, qui suppose déjà que les biens sont relativement abondants et relativement rares, donc qu'on soit pas, ou relativement rares, mais qui est matière à justice distributive. Et on s'assoit et on regarde et on voit comment on distribue. Donc on n'est pas à Haïti déjà, et autres Haïti, premièrement. Et d'autre part, ça suppose, dit-il, que les personnes obéissent aux obligations, ne désobéissent pas aux obligations, ou alors très peu, mais se reconnaissent donc dans les obligations qui dérivent des principes, ou qui sont solidaires des principes. Et précisément, ça suppose qu'ils forment quelque chose comme pas seulement une société, mais quelque chose comme une communauté qui partage un certain nombre d'intuitions morales, dont Rawls dit à la fin de la théorie de la justice qu'elles sont minimales, mais dont au début, en contexte de réflexion idéale, il a présupposé qu'elles étaient déjà maximales. Absolument. Voilà, donc deuxième élément, versé au dossier. Troisième élément, est-ce que du coup, il faut construire une espèce de super théorie de la justice, ajoutant aux trois principes un quatrième, qui serait une version un peu déconstruite du principe de communauté ou d'identité partagée? Pas sûr, pas sûr. Il faut de toute façon reconnaître que c'était fait sur fond de ça. Mais pas sûr, on peut considérer qu'il y a un stock de principes disponibles et puis voir comment il dicte des choses à faire dans telle et telle situation ou dans tel et tel contexte. Troisième remarque, je ne crois pas à une supra-théorie de la justice réintégrant, mais je pense toi non plus, aux trois principes, un quatrième avec un statut qu'on aurait du mal à théoriser, mais qui est quand même à peu près le même que les autres. Et puis le dernier point, c'est qu'effectivement, c'est la même chose en justice sociale et en justice globale. Simplement, les gens ne le savent pas ou ne le savent pas encore. Parce qu'ils ont le sentiment de payer leurs impôts pour des gens dont ils considèrent que c'est normal de les payer aussi pour eux, alors que si c'était les Haïtiens ou les Bengalis, ils le considéreraient moins. Mais en fait, le monde auquel ils pensent qu'ils appartiennent n'existe plus. C'est-à-dire le monde de la communauté nationale, avec son identité, etc., n'existe plus. Enfin, pas la peine que je dise pourquoi, ce monde n'existe plus et nous sommes effectivement dans une situation de reconnaître que la solidarité se joue avec des gens qu'on ne connaît pas, que spontanément on n'aime pas, dont on pense que spontanément on n'appartient pas au même monde qu'eux, mais dont en fait nous appartenons au même monde qu'eux, parce que ce qui se passe là-bas retentit directement sur ce qui se passe ici, et que nous vivons les mêmes injustices et les mêmes misères. Voilà, la quatrième observation que je verse simplement au dossier. Mais je pense que nous disons exactement vraiment la même... nous faisons les mêmes constats. Voilà, peut-être on laisse oui, bien sûr. le répondant répondre. Non, mais je serai très rapide. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que c'était saisissant. J'ai l'habitude de vous lire, mais pas de vous entendre. C'était très agréable et instructif. Alors, j'aurais trois questions, mais vraiment très rapides. C'est plus des précisions ou des remarques que des questions au fond. J'ai été très saisi par la manière dont vous avez expliqué que, en gros, l'antagonisme des principes, en quelque sorte, condamnait un compromis véritable entre les acteurs. Pourtant, vous vous êtes référé à Piketty, et donc le rapprochement a un peu résonné en moi, parce que finalement, quand on se réfère à Piketty, il propose bien un certain nombre de solutions pour traiter les inégalités et les injustices. Donc ça se rapprocherait de ce que vous avez qualifié quelque part de justice du compromis ou de fin des querelles. Mais dans la manière dont il justifie, au regard de l'évolution des inégalités, par exemple, les politiques qu'il préconise, finalement, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas quand même des principes meilleurs que d'autres, ou un agencement des principes meilleurs que d'autres, qui guiderait l'action publique et qui pourrait faire compromis, non pas à la base dans la discussion, mais dans les effets qu'il porte. Voilà, donc ça c'est la première question. La deuxième question... c'était à partir de l'exemple du pauvre, c'est-à-dire que vous disiez finalement la plupart des pauvres qui sont dans la pauvreté la plus extrême sont dans une situation où ils pensent que Dieu est responsable de cette situation de misère, et que du coup, comme vous étiez en train de développer un raisonnement sur il faut une cause pour pouvoir agir, j'ai envie de vous répondre, est-ce qu'il faut vraiment une cause ? C'est-à-dire que, est-ce que cette situation de pauvreté extrême ne nécessite pas en elle-même non seulement
l'abandon de la recherche de la cause, une action urgente, donc se débarrasser de la cause pour agir directement et donc renoncer quelque part à des principes pour partir d'une évidence, donc penser l'injustice ou penser l'inégalité et l'injustice ou le lien entre inégalité et injustice à partir d'une évidence pratique, pragmatique, enfin réelle, empirique. C'est la deuxième question. Et puis la troisième question qui est très rapide, c'est vous évoquez l'imaginaire de la solidarité. Alors je vois très bien, mais j'aurais tendance à vous demander comment on évalue cet imaginaire de la solidarité, parce que si on se réfère au principe communautarien ou à la pensée communautarienne, ou aux critiques qui ont pu être faites de cette pensée, je pense à Amartya Sen notamment, Amartya Sen explique une chose qui est assez juste à mon sens, c'est que finalement c'est un imaginaire qui ne recoupe dans les acteurs peut-être pas grand-chose de commun, c'est-à-dire qu'il y a un feuilleté d'identité, et donc en ce sens, est-ce que c'est pour ouvrir une boîte de Pandore plus que de poser une question qui aurait valeur de principe en amont des principes de justice? Je vais répondre très rapidement, parce que peut-être que je souhaitais poser des questions. Bon, évidemment, le principe de solidarité, c'est un principe communautarien. Le problème est que je dis ma manière de penser, c'est ridicule. Le moment où j'en suis dans mes hésitations, c'est de dire c'est un principe qui est en amont. Voilà. D'ailleurs, à ce point-là, je suis assez d'accord avec Rawls. D'ailleurs, Rawls le règle très vite en disant il va de soi qu'il y a un État, un système institutionnel, une communauté. Ce petit détail étant posé, on commence. Tu parles d'un détail. Voilà. Bon. Alors, je suis en revanche un peu actuellement, je pense que c'est un problème qu'il faut traiter à part. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faut introduire un principe communautarien dans... D'ailleurs, quand on regarde la manière dont, par exemple, les Canadiens introduisent le principe communautarien, ils l'introduisent à l'intérieur d'un cadre de justice traditionnel. C'est par exemple la solution Kimilka. Kimilka dit priorité à la liberté individuelle, priorité, comme ça, et on va donner aux communautés des droits sous réserve que ces communautés n'affectent pas, etc. Moi, la question que je pose est un peu différente. Donc, c'est une autre question. Au fond, pour dire les choses un peu bébêtes, il faut distinguer le bien, la question du bien, la question du juste. Et la question de la communautarienne, c'est la question du qu'est-ce qui est bien. C'est pas une question de qu'est-ce qui est juste. Enfin, je dis grossièrement, mais voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, voilà. Et puis, comme je suis sociologue, je suis quand même très très sensible à toutes les cathédrales d'imaginaire, de symboles, de représentation, des romans que se fabriquent les sociétés, et qui sont quand même des choses dans lesquelles on vit, et on vit souvent avec volupté dans ces choses-là. Je crois quand même que sur ce plan-là, il y a une forme d'abstraction quelquefois de la pensée purement philosophique qui me paraît irréelle. Enfin, je veux dire, on vit dans des imaginaires. Un Français, même jeune aujourd'hui, qui passe devant un monument aux morts dans un village et qui voit ces noms de la même famille, etc. Je ne veux pas faire de pathos, mais c'est quand même pas rien. Voilà. Enfin, et je veux dire, voilà, il faut être durkheimien quand même. Il faut être durkheimien. Il y a des dieux, il y a des machins, il y a des trucs cachés, il y a des histoires qu'on se raconte. Et quand ces histoires, on ne se raconte plus ensemble, ben, il y a un petit problème. La réponse disant il y aurait une sorte de lien fonctionnel entre la pauvreté des uns et notre richesse, au fond, ça serait de la charité bien ordonnée et intelligente, me paraît une réponse, je sais que tu l'as évoquée, qui est quand même extrêmement difficile, parce qu'aujourd'hui, le problème des pauvres, c'est qu'ils ne servent à rien. C'est quand même ça le drame. C'est qu'autrefois, les pauvres, au moins, faisaient des riches. Aujourd'hui, la plupart des pauvres servent... Donc, ils sont méchants, d'ailleurs. J'en rajoute. Enfin, ils sont antipathiques, parce qu'ils sont pauvres et ça ne sert à rien. Donc, ils deviennent méchants, etc. Voilà pour ma réponse, qui est aussi de réponse à la question. Je ne crois pas à la révolte des damnés de la terre. Enfin, dire, ça n'a jamais existé. Si, ils peuvent se révolter, ils font une émeute et on les tue. Enfin, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire,
Il y a peu de chances que ça se passe différemment. Il faut qu'il y ait des récits et des mécanismes politiques. Par exemple, il faut dire je vais foutre le feu au château parce que le Christ, en réalité, était pauvre. Et si le Christ était pauvre, la richesse du Seigneur est une atteinte à notre égalité devant Dieu. Voilà. Mais si simplement on fout le feu au château parce que le Seigneur est méchant, le Seigneur va nous tuer à la fin. Donc, voilà, je crois qu'il faut emboîter ça dans des systèmes de symboles. Et il me semble que la question communautarienne est une question qui est d'une autre nature. C'est pour ça que j'étais toujours très agacé par le débat, mais moi je ne suis pas un professionnel, communautarien libéraux, parce que je crois que c'est un faux débat. Il ne parle pas exactement, enfin, c'est un vrai débat, mais il ne parle pas exactement de la même chose. Voilà. D'ailleurs, la position libérale ne suppose pas que le moi libéral soit socialement vide, contrairement à ce que disent les communautariens. Ça ne le suppose pas. Donc ça, c'est ma première ma réponse à des questions. Sur le compromis. Alors évidemment, mais là je vais dire des choses toutes bêtes. Les individus qui n'ont pas de décision à prendre passent des compromis normatifs. La tragédie de la politique, c'est qu'elle ne peut pas éternellement passer des compromis. Donc elle fait des choix. Et quand elle fait ses choix, évidemment, comment dirais-je, c'est une vision un peu tragique des choses. Si vous faites le choix de privilégier un principe, évidemment, les deux autres vous sautent à la figure et il faut être capable de l'assumer. Mais ça, c'est la tragédie de la vie politique. Ce que je veux dire, c'est que dans la représentation de la justice des acteurs, on vit dans un espace de compromis. Et je crois que dans l'action politique aussi. À part Kim Il-sung qui a choisi véritablement, et encore, l'égalité, personne n'a poussé personne n'a jamais poussé un principe à son extrémité. Mais c'est vrai que la vie politique est plus dure que la vie réelle. Voilà, alors l'imaginaire de la solidarité, c'est un feuilleté, bien évidemment. Pourquoi moi, ce titre de livre? Ça veut dire chacun est l'auteur de son identité. Mais pour dire les choses autrement, la reconnaissance, ce thème un peu à la mode et qui souvent provoque chez moi un enthousiasme limité, le thème à la honnête. Comment ne pas être favorable à ça? Bon. Mais ce thème de la reconnaissance me paraît se donner une facilité parce que la vraie question, c'est pas la reconnaissance d'autrui. La reconnaissance d'autrui, c'est un mécanisme anthropologique élémentaire. J'existe si l'autre me reconnaît. Bien. Mais le problème, sociologiquement, c'est la reconnaissance de quoi? Quand je reconnais autrui, qu'est-ce que je reconnais? C'est ça la question. Et je crois que pour reconnaître autrui, il faut que je reconnaisse qu'on ait d'abord quelque chose de commun qui nous permet de nous reconnaître. Il faut être trois pour se reconnaître. Il faut qu'il y ait alter, qu'il y ait moi, et ce qu'on a en commun. Autrement, c'est une escapade touristique en Thaïlande, la reconnaissance d'autrui. C'est rien. Mais la reconnaissance d'autrui qui vit avec moi suppose qu'on ait quelque chose de commun. C'est pour ça que la reconnaissance, c'est la reconnaissance de quoi qui est la question. C'est pas est-il bon de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Et c'est ça qui suppose communauté. Merci. Juste un mot, et je n'ouvrirai plus la bouche, c'est promis et juré. L'inclusion que je suggérais du principe communautarien dans le stock, où il est déjà de toute façon, se fait évidemment sous condition de sa déconstruction. C'est-à-dire que le principe communautarien déconstruit, l'idée que je défends là, c'est que le principe communautarien déconstruit, c'est la solidarité. Et que la déconstruction du principe, c'est avant tout la déconstruction de l'illusion que ce que nous avons en commun, l'identité commune, c'est ce qui est là. Ça, c'est effectivement l'illusion du communautarisme spéculatif, de la spéculation communautarienne. La déconstruction de ça, c'est de faire apparaître que, contrairement à ce qu'on dit, Paris, c'est pas ici, mais que Paris, c'est partout. Et que c'est aussi là-bas, et qu'il n'y a pas de différence majeure entre ici et là-bas, parce que nos problèmes sont des problèmes communs.
comme on le voit à travers un certain nombre de débats de justice qui sont en train de monter en puissance, aussi bien politiquement qu'au plan théorique, notamment les questions de justice liées au changement climatique. Où là, on sera tous d'accord pour reconnaître que c'est partout. Voilà. Justement, je suis d'accord avec ta remarque, à condition qu'il faut comprendre à quel point ce que tu viens de dire peut donner un abominable vertige. Oui. Moi aussi. Parce que quand même, on est dans une tradition historique où la communauté, c'est la coprésence. Oui. Et on dit, écoutez, les braves gens, tout ça, c'est terminé, il faut vous y faire. Pour beaucoup, ça fait un drôle d'effet. C'est Internet, oui. Ça fait un drôle d'effet. Oui. Voilà. Question ? Donc, qui veut intervenir ? Oui. Attendez, je vous donne le micro. Allô ? Bonsoir. C'était juste une petite remarque. J'avais l'impression qu'on était passé d'une vision quantitative de la liberté à une vision qualitative. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez retenu les réponses qui vous ont été faites, étaient 1, on est égaux, 2, le mérite, et 3, l'autonomie. Et finalement, ça faisait à chaque fois intervenir un tiers. Il faut un tiers, on est égaux par rapport à un tiers. Vous voyez, il faut un espèce de thermomètre qui va mesurer, non pas en quoi, mais en combien on est. Un petit peu, il faut donc qu'il y ait une vision publique, un peu cette histoire d'euro où il y a la détermination publique des normes. Et donc, où finalement, c'est pas une notion d'égalité ou d'inégalité, c'est une notion de déséquilibre par rapport à ce qu'on pourrait appeler une espèce de norme. Alors que finalement, à la fin de votre exposé, vous avez abordé le problème, cette fois-ci qualitatif de l'égalité, qui est on appartient ou pas à un groupe. Et finalement, le communautarisme, c'est un problème d'appartenir ou non à un groupe. Et si la discrimination serait donc de refuser à quelqu'un d'appartenir à quelque chose. Et c'est pas une question de mesure. Là, on est ou on n'est pas membre d'une communauté. Voilà, c'est pour ça que j'avais un petit peu comme si on passait d'un problème de précarité ou à un autre problème qui est complètement différent, enfin, qui est peut-être pas complètement différent évidemment, mais qui était beaucoup plus important et finalement un problème mondial. On appartient à la communauté des hommes ou on n'appartient pas. Ça se mesure pas, quoi. Alors qu'on est plus ou moins égal, on est plus ou moins autonome. L'important, c'est que quelqu'un nous dise, qu'un tiers nous dise qu'il y a un thermomètre en quelque sorte extérieur où tout le monde peut s'accorder, où on s'accorde avec lui. Voilà. C'est un petit peu ce passage du qualitatif au quantitatif. On va peut-être prendre encore 2 autres questions, puis si tu veux, on peut faire une réponse groupée, parce que vu qu'il reste 7 minutes, voilà. Donc si vous pouvez, monsieur, faire passer le micro à qui le demande. Ah, miracle. Personne ne le demande. C'est déprimant. Voilà. Ah, vous êtes gentil. Non, c'est qu'ils sont tétanisés. Oui, je ne sais pas combien de temps vous avez travaillé là-dessus. La question que j'ai, c'est au travers de l'histoire ou de vos lectures et de vos recherches, est-ce que vous n'avez pas repéré des variations dans le discours des enquêtés en général, ou des personnes qui donnent ces réponses, et notamment des variations quant aux critères qui pourraient expliquer ce que vous voyez comme un délitement d'un sens de la communauté, c'est-à-dire la capacité à payer des impôts pour les autres. Parce que dans le discours lui-même, ça peut être sur les notions que vous avez développées, qui sont égalité, mérite, autonomie. Est-ce qu'il y en a un qui a de plus en plus pris de l'importance dans les discours sur la justice, ou d'autres notions qui pourraient être l'individu ou la nation, ou même un discours de type humaniste. Ok. Une dernière. Une fois, 2 fois. Hop, voilà. Écoutez, sur les variations historiques, je crois que... Je suis incapable de répondre, évidemment. Mais enfin, j'ai un peu lu quand même sur ces choses. Je crois évidemment que la transformation du principe en norme est proprement historique. J'ai bien insisté là-dessus. Je veux dire,
les principes de justice fonctionnent comme des principes, mais ils s'incarnent comme des normes. Quand je dis fonctionnent comme des principes, ce que je veux dire simplement, c'est qu'ils ont une autorité du fait qu'ils sont des principes. S'ils n'étaient que des normes, ils seraient discutables. Comme les normes alimentaires sont discutables. Vous aimez le poisson, vous aimez la viande. Bon, ça c'est des normes alimentaires. Les principes de justice deviennent des normes, mais ça reste des principes, c'est-à-dire qu'ils ont une autorité supérieure. Quand les conventionnels en 89 écrivent égalité, ils ne disent pas exactement la même chose que nous. Mais ils affirment un principe qui va se transformer dans sa définition. Par exemple, les femmes n'en font pas partie, des petits détails de cet ordre, mais les étrangers en font partie, ce qui est assez les étrangers mâles en font partie. Bon. Donc on peut discuter, mais il y a un principe qui ne bouge pas. Alors je ne peux pas ensuite... celui qui en France vous raconte ça le mieux, c'est quand même, de mon point de vue, c'est Rosan Vallon, qui vous fait une histoire au fond, qu'est-ce qu'on entend par égalité, etc. etc. Donc voilà, on est dans des choses qu'on peut définir. L'agencement de solidarité que l'on a connu en France, il est extrêmement particulier. Au fond, on peut le dater très précisément. D'une certaine manière, c'est la Troisième République, c'est 1880. 1980, on va prendre des dates commodes, un siècle, mais un siècle qui nous a écrasés dans l'imaginaire politique, c'est-à-dire nous sommes une nation. Ça, parce que, aussi étrange que ça paraisse, on n'était pas tellement une nation avant. Hein. Moi qui viens du sud-ouest, contrairement à la légende, les Aquitains se sont battus avec les Anglais contre le roi de France. Enfin, même si j'apprenais à l'école l'inverse, la langue, etc. Nous sommes une nation, nous avons une solidarité fonctionnelle, ça c'est fondamental, c'est-à-dire que l'image de la société est celle d'une horloge fonctionnelle. Et cette image est partagée par tout le monde. Donc le travail des uns enrichit les autres, qui rendent ce qu'on leur a donné, des trucs qui peuvent vous paraître horribles. Les femmes à la maison fabriquent des enfants à la nation, donc il faut donner des allocations familiales pour qu'elles donnent des enfants qui mourront pour la patrie, patati patata. Et puis, la définition de la liberté, ce qui me permettra de répondre à la question... Pour les sociologues, ça a toujours été un problème, parce que les sociologues, la querelle des sociologues et des philosophes du temps de Durkheim, c'est que les sociologues disent la liberté et l'autonomie de la conscience, c'est des blagues. Parce que ça n'est que de la société. C'est la société qui est rentrée dedans. Les sociologues ne sont pas si bêtes. Ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils ne disent pas exactement ça. Ils disent ça produit une forme de liberté. Et au fond, très longtemps, le modèle, ça a été le modèle que j'appellerais durkheimio-freudien. C'est-à-dire, il y a des valeurs universelles. Ces valeurs universelles, vous les incorporez et elles construisent en vous une boussole qui fait que vous agissez au nom de principes universels grâce à l'école, etc. Ce qui est d'ailleurs, je le signale, un transfert du modèle religieux, qui est, dès lors que tu as la foi, tu es sauvé, c'est-à-dire que la parole de Dieu te guide et t'arrache aux simples contraintes sociales. C'est ça, la foi, chez Pascal. C'est admirable, d'ailleurs, je trouve, je le signale au passage. Et c'est ce que va dire l'école républicaine. Quand tu crois à la raison, tu deviens un individu universel, etc. Et donc, ta singularité, tu peux la gérer. C'est ce modèle. Évidemment, empiriquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut le constater. Ce qui fait que, empiriquement, je crois que la seule chose que l'on peut dire sur la liberté, sur l'autonomie, c'est pour ça que je préfère le mot autonomie, parce qu'il est moins vertigineux, c'est que, d'une certaine manière, nous offrons aux acteurs, dans nos sociétés, la capacité de penser qu'ils agissent par eux-mêmes. C'est aussi bête que ça. Alors, par exemple, j'épouse qui j'aime. Par exemple, je décide d'avoir un examen ou de ne pas l'avoir en fonction du travail que j'investis. Par exemple, je vote en fonction de mon imaginaire politique. Par exemple, j'affirme des goûts esthétiques. Évidemment, aucun sociologue sérieux, entre guillemets, ne peut croire à ces fables. J'épouse pas qui j'aime, j'épouse qui j'ai été déterminé à aimer, et le hasard fait qu'elle a été aussi déterminée à m'aimer, point.
D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on divorce aussi souvent, je le signale au passage, si c'était si bien fait. Mes goûts artistiques, etc., sont déterminés. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la société repose sur l'affirmation subjective, qui, elle, n'est pas une blague, que j'ai choisie moi-même. Alors, c'est une conception extrêmement minimale de l'autonomie, mais c'est indispensable. Enfin, comment dirais-je, pardonnez-moi de faire le vieux, mais moi, j'ai travaillé en Pologne sous le Jaruzelski, enfin, régime communiste avant que Jaruzelski me vire, et j'ai travaillé sous Pinochet. Je préfère vous dire que quand vous êtes dans des régimes comme ça, ce que je viens de dire, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues du tout. C'est-à-dire que pour construire ce sentiment, ce rapport à soi, il faut un énorme dispositif institutionnel, idéologique, culturel, de séparation de l'Église et de l'État, tout un tas de machines pour que les individus puissent se dire, à un moment donné, ça, c'est moi qui ai décidé de le faire. Voilà. Il est 20h. Mais c'est rien. C'est pas sérieux. Devant n'importe quel spécialiste de l'ADN, c'est pas sérieux. Je suis d'accord. Écoute, avant de t'applaudir, sinon j'aurais pas la possibilité de le dire. Donc je rappelle à ceux qui sont des fidèles de cette institution et de ce séminaire que demain, il y a aussi une séance et qu'il se déplace de 18h à 20h à l'amphi Guizot, donc à la Sorbonne, et que nous accueillons pour toute autre chose, mais ça fait partie de la même série dans ce semestre. Donc Christine Delphy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.